Bienvenue à ces rendez-vous d'information sur la télévision CMB-DJ. Au sommaire, les musulmans du monde entier ont clôturé le mois de Ramadan ce jeudi, après 30 jours de jeûne prières. Les albinos congolais comptent organiser dans le tout prochain jour une rencontre internationale. Les soutiens du Premier ministre leur est assuré à cet effet. Les cahiers des charges du conclave de l'IMT est pris en compte par les présidiums de concertation nationale. C'est ce qui ressort de la plénière de ce jeudi à Fatima. Page info, jeudi 8 août, voici les développements. Sensible à la cause des albinos, souvent marginalisés, stigmatisés et rejetés, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo accorde une attention particulière à cette catégorie de personnes. Raison pour laquelle le chef de l'exécutif national a reçu une délégation de la Fondation Mwimba Texas composée des albinos. Cette délégation est venue solliciter l'implication du chef du gouvernement à la rencontre internationale des albinos qu'il compte organiser dans les jours qui viennent. Nous organisons une rencontre internationale des albinos. Je sais que le Premier ministre aussi va faire quelque chose. Mais du moins, j'ai compris depuis tout ce temps-là que le Premier ministre Matata Ponyo, c'est un albinophile. Il n'a pas une dame albinos, il n'a pas des enfants albinos, mais il est sensible à la cause des albinos. Et là, je demandais à tous les albinos de la République démocratique du Congo que nous puissions être sereins, comme dit-on, vouloir c'est pouvoir, et que les choses vont changer. Et dès que nous terminons cette rencontre internationale, notre souci c'est de sillonner dans les provinces pour voir comment continuer à sensibiliser, conscientiser les albinos de la République démocratique du Congo. Et nous demandons à d'autres autorités de la République démocratique du Congo d'emboîter le pas à son excellence, Monsieur le Premier ministre Matata. La délégation de la Fondation Mwimba Texas a apprécié la générosité dont fait montre le chef du gouvernement, Augustin Matata Ponyo. Maintenant, dès le départ, je savais que c'est quelqu'un qui est généreux, mais j'ai trouvé qu'il est très ouvert. Parce que vous savez que souvent, nous les albinos sommes marginalisés, stigmatisés, rejetés. Quand on écrit des lettres, vous savez qu'il y a des fois, on avait une rencontre, en 2011, on avait organisé une première rencontre internationale des albinos. Nous avons écrit 77 lettres, mais pas de réponse. Les gens écrivent, ce sont les albinos qui ont écrit, mettent ça de côté. Mais ici, chez le Premier ministre, dès que nous écrivons, 3 jours après, les conseillers m'appellent pour me dire que le Premier ministre a mis des annotations pour que nous puissions avoir une séance de travail. Le chef du gouvernement promet tout son soutien aux albinos qui peuvent compter désormais sur lui. Après 30 jours de prières, de repentance et de purification, la communauté musulmane à travers le monde entier a clôturé solennellement ce jeudi le mois de Ramadan. Ici à Kinshasa, c'est à l'esplanade du Stade des Martyrs que les musulmans se sont donné rendez-vous pour clôturer ces mois consacrés aux jeûnes et prières, comme l'exige la tradition islamique. Donc fête munene pona ba musulman ya monde entier pona kokumisa nzambe na liloba moko ya Allahu Akbar yo nzambe ozali munene oza munene munene koleka eloko moko te kati ya ba création nao eza na grandeur moko na ye nzambe. Pourquoi et comment se passe la période ou le mois du Ramadan? Ces croyants musulmans expliquent. Les musulmans sur le plan religieux suivent l'année lunaire, pas l'année solaire que nous connaissons là. Quand je parle du mois de Ramadan, c'est un mois, l'un des 12 mois de l'année que nous appelons l'année lunaire. C'est de ce mois-là que je parle. Évidemment, même selon ce calendrier-là, nous ne sommes pas encore à la fin de l'année proprement dite. Parce qu'il y a le mois de Ramadan, il y aura encore des mois de Dhul Hijjah pendant lesquels les gens vont en pèlerinage en Arabie Saoudite. Et là, nous aurons la fête des Tabaski. À l'issue du mois saint, les musulmans peuvent s'adonner à des réjouissances. Toutefois, le Coran, guide spirituel de l'islam, enseigne qu'il ne faut pas dormir toute la journée et qu'il faut rester sobre dans sa conduite et éviter tout excès après le coucher du soleil, afin de garder le vrai sens du jeûne qui se veut de combattre le passion et de rapprocher l'âme de Dieu.
Le bureau du conclave de Limete a fait la restitution de sa rencontre de mardi dernier avec le président du Sénat, Léon Kengo Wadondo. À la cathédrale Notre-Dame de Fatima, dans la commune de la Gombe, devant les responsables des partis politiques de l'opposition ayant pris part au conclave de Limete. À en croire le bureau du conclave, Léon Kengo Wadondo leur a rassuré des avancées acquises par rapport à leur cahier des charges. Le sénateur Bongongo a, à l'issue de cette séance, lu le communiqué final. L'honorable Léon Kengo Wadondo, président du Sénat, en sa qualité de sage de l'opposition et membre du présidium du Forum national, dénommé Concertation nationale par la majorité présidentielle et Dialogue politique national par l'opposition congolaise, s'est servi du dit rapport final lors des échanges avec son collègue, le président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle, et a obtenu la prise en compte des préalables posés par l'opposition pour sa participation effective à ces assises nationales convoquées par le chef de l'État. Au cours de sa rencontre de mardi 6 août dernier avec les membres du bureau de la modération et les responsables des bureaux des commissions du conclave, le président du Sénat a fait part des avancées significatives dans le cadre de cette prise en compte des revendications exigées par l'opposition politique. Enfin, l'honorable Lisanga Bonganga, le modérateur de cette séance, a invité les responsables de toutes les formations politiques de l'opposition à être présents à la rencontre dès demain. Et le président du Sénat, demain vendredi, il va se retrouver ici à Fatima avec tous les présidents des partis politiques, des regroupements politiques et des personnalités politiques de l'opposition pour échanger concernant notre vision du dialogue. Nous sommes partis pour le dernier virage du processus sur les concertations nationales tant réclamées par toutes les couches sociales du pays. La majorité, tout comme l'opposition, affûte les armes pour que dans un délai raisonnable, le point de vue soit convergent afin d'engager le même langage au cours de ces assises nationales. Dans l'entretemps, les uns comme les autres activent leurs argumentaires sur le quid des dites concertations. Basile Olongo, député national de l'opposition, donne son point de vue. Si on veut réellement que ce forum soit un forum national inclusif, il faudrait qu'on parte sur ces bases-là. Et on ne peut pas de manière unilatérale se retrouver pour mettre en place un règlement intérieur, désigner le président et non, ça c'est à l'évitant besoin. Et personnellement, ce qui me concerne, si les préalables ne sont pas, on n'a pas répondu aux préalables avancés, moi je ne participe pas. De l'autre part, Sébastien Luzanga, porte-parole de la majorité présidentielle qui, depuis la genèse de cette initiative prise par le chef de l'État, prônait un dialogue franc auquel tout compatriote devra se retrouver pour discuter sur les questions des hautes portées nationales, envisage la participation de toutes les forces vives car c'est une opportunité offerte à tout le monde. Pour nous, les concertations étant inclusives, que tout le monde, il serait bien, c'est même un devoir patriotique, que tout le monde vienne participer aux concertations nationales pour que nous puissions parler des problèmes de nos pays, de notre pays. Et là-dedans, vous allez remarquer que les 5 thématiques qui sont contenues dans l'ordonnance présidentielle, on n'a rien oublié. Tout est là-dedans qui intéresse l'opposition. Que l'opposition vienne pour que nous puissions parler.
Majorité comme opposition, l'idéal de sauvegarder l'intérêt de la République. L'innovation des entreprises. Nous, cette corporation, on a tiré une partie de cela en créant ou en mettant en place des salons de l'innovation. Alors, quel est le but du salon de l'innovation? Le but du salon de l'innovation, c'est de mettre en compétition d'un côté et de l'autre côté, de faire surtout la promotion des innovations des Congolais, premièrement, et dans les années à venir, on verra comment faire venir d'autres innovations, soit des pays africains, au mieux des pays du monde entier. La lutte contre la corruption au Mali est devenue le cheval de bataille des deux candidats du second tour de la présidentielle 2013. En effet, de l'éducation en passant par l'armée jusqu'à l'administration, la corruption est présente à tous les niveaux de la société malienne, selon les acteurs politiques. Si on ne veut pas se voiler la face, c'est une corruption systémique. Elle est plus que généralisée, je dirais, c'est devenu le système. C'est vraiment le système, ce n'est plus une tare ou un fléau. On ne vit que par rapport à ce système et à tous les niveaux de l'État. Donc c'est un fléau terrible dans ce pays. Nous avons été très désagréablement surpris de constater que l'institution qui devait être à l'abri de la corruption, n'est-ce pas, ne l'était pas. C'est-à-dire, c'est notre armée. La corruption avait gangréné même notre armée. D'où nous en sommes arrivés là. Cette corruption dont l'origine semble être la pauvreté qui frappe près d'un Malien sur deux se nourrit aussi de la mauvaise gouvernance. Il est donc nécessaire d'opérer une véritable révolution des mentalités. À mon avis, il ne s'agit plus de décrire la corruption, parce qu'on sait que la corruption c'est à tous les niveaux. Mais ce qui est important aujourd'hui, comment nous allons sortir de cette situation. Et c'est ce qui explique le programme que le candidat Soumaïla Cissé a eu à faire. Au Mali, les instruments de contrôle et d'évaluation existent pour lutter contre la corruption. Cependant, le problème réside dans l'application des mesures énoncées par les instances compétentes. D'où la nécessité de renouveler la classe politique. Une nouvelle classe politique est attendue au soir du 11 août où le 5e président de la République sera élu pour relever le défi de la bonne gouvernance. L'Aïd, la fête qui marque la fin du Ramadan, offrira-t-elle un peu de répit en Égypte? Rien n'est moins sûr tant les tensions sont vives entre le gouvernement de transition et les sympathisants au président déchu, Mohamed Morsi. Pourtant, cette fête qui marque la fin du Ramadan pourrait être une occasion pour réconcilier les Égyptiens. Nous espérons tous que cette fête de l'Aïd, qui nous rassemble tous, permettra de mettre fin aux tensions qui agitent les rues égyptiennes. Et nous espérons qu'il y aura un plus grand espace pour le dialogue, loin de toute forme de violence. Parce que le dialogue est indispensable pour assurer une période de transition. Ce mercredi, le gouvernement de transition a une nouvelle fois menacé de disperser les pro-Morsi, qui occupent 2 importantes places du Caire depuis plus d'1 mois, affirmant s'être retenu jusqu'alors en raison du caractère sacré du Ramadan. Il a donné son feu vert au ministère de l'Intérieur pour libérer les 2 lieux, une injonction qui pour le moment n'a pas été suivie par la police et l'armée égyptienne.
Les avions ont atterri ici, au terminal réservé aux vols intérieurs, épargnés par l'incendie. Malgré l'incendie géant d'hier, aujourd'hui nous sommes venus et tout est déjà arrangé, c'est bien. Nous avons reçu des informations selon lesquelles nous devions prendre l'avion aujourd'hui à 9h45, mais nous attendons de voir si c'est effectivement le cas. Nous venons juste de l'hôtel. L'aéroport international de Jomo Kenyatta, principal hub africain, a été paralysé mercredi par un impressionnant incendie qui s'est déclenché peu avant 5 heures heure locale à des guichets de l'immigration et des arrivées internationales. L'incendie n'a fait aucune victime, mais tous les vols internationaux avaient depuis été annulés ou déroutés vers d'autres villes comme le port de Mombasa sur l'océan Indien. Aucune information n'a été fournie sur la reprise des vols internationaux par d'autres compagnies que Kenya Airways. Les vols intérieurs avaient, eux, pu reprendre dans la soirée mercredi. Les mesures d'urgence ont été mises en place afin de stabiliser la situation et de revenir à la normale. Le président Kenyatta tient à rassurer l'ensemble du secteur de l'aviation, les investisseurs, les voyageurs locaux et internationaux, que tout est fait pour que l'aéroport reprenne ses activités normales. L'aéroport Jomo Kenyatta, par lequel transitent quelques 16 000 passagers au quotidien, selon les autorités kenyanes, assure de nombreux vols intérieurs, mais dessert aussi de nombreuses capitales africaines et plusieurs destinations européennes, asiatiques et du Moyen-Orient. Une réforme profonde de la justice, c'est ce que réclament les Marocains suite à l'affaire Daniel Galvan. Mercredi, ils étaient plus de 2000 manifestants rassemblés sur la grande place Mohamed V au centre de Casablanca. Principale revendication, l'ouverture d'une enquête indépendante pour établir les responsabilités après la grâce accordée le 30 juillet dernier au pédophile espagnol. La rue a eu gain de cause. Maintenant, on voit bien que le fait de donner la grâce à une seule personne pose un problème politique, même dans les pays démocratiques. Donc, c'est parmi les revendications de la rue que le droit de grâce ne soit pas dans la main d'une seule personne. Tout ça sera mis dans le débat et nous espérons que ce débat, nous en sortirons tous, gagnants. Dans un geste d'apaisement, le roi Mohamed VI a reçu mardi à Rabat les familles des enfants victimes de Daniel Galvan. L'homme qui avait quitté le Maroc dès l'annonce de la grâce royale est de nouveau en prison. Arrêté lundi dernier dans le sud-est de l'Espagne, il devrait être présenté prochainement devant un tribunal madrilène. La révolution de l'exploitation du pétrole a permis le repositionnement de certains pays africains comme le Nigeria, le Ghana ou encore la Guinée équatoriale. L'essentiel de la production pétrolière en Afrique provient du golfe de Guinée avec 4 millions de barils par jour. Certains pays d'Afrique ont réussi à tisser des partenariats avec des sociétés pétrolières étrangères en vue d'accroître leur production. Mais leur dépendance avec ces entreprises crée souvent des différends. Son extraction dans les pays en voie de développement nécessite beaucoup d'investissements dont le pays n'en dispose pas. Pour réussir ces investissements, il est contraint de faire recours aux grandes puissances qui peuvent imposer leur veto. Ce qui crée des luttes politiques, des luttes de pouvoir pour ceux qui, d'une certaine manière, ont déjà des investissements dans cette puissance. En Guinée équatoriale, la société pétrolière française Total y est présente depuis plusieurs années. En juillet dernier, la pénurie de carburant dans le pays a entraîné des désaccords entre les responsables de la société qui exploite les hydrocarbures et le gouvernement équato-guinéen. Nous avons besoin d'être indépendants et pour cela nous devons couper le cordon ombilical pour ne plus être dépendants de situations telles que celles que nous vivons actuellement ces derniers jours avec la pénurie d'essence dans les stations-service. Cela devait finir par arriver. Parce que l'entreprise Total bénéficie de tous les contrats ici en Guinée équatoriale et gagne des centaines de millions sans que le gouvernement ne demande quoi que ce soit. Le fait de provoquer cette situation de pénurie est une stratégie pour déstabiliser notre pays. La Guinée équatoriale est le troisième pays producteur de pétrole en Afrique subsaharienne. En 2005, le gouvernement a ordonné un plafonnement de la production de pétrole à plus de 350 000 barils par jour.
Aujourd'hui, ces chiffres devraient être revus à la hausse pour une bonne autonomie pétrolière dans le pays.